Et si en une fraction de seconde, votre vie basculait? Aujourd'hui, je vous emmène dans un récit poignant, celui de Marie-Elisabeth, une femme de 45 ans dont la vie a été marquée par des épreuves hors du commun. Entre une lutte quotidienne contre la narcolepsie-cataplexie, un accident de voiture qui a bouleversé son existence et un parcours empreint de défis personnels et professionnels, elle partage avec nous son cheminement, ses douleurs, mais aussi sa résilience. Marie-Elisabeth nous offre une véritable exploration de la vie face à l'adversité. Comment surmonter un accident traumatisant? Comment continuer à avancer quand tout semble s'effondrer? Avec une sincérité désarmante, elle revient sur ses combats, son besoin de rester debout malgré tout, et cette expérience unique et transformatrice qu'est la mort imminente. Cet épisode contient des descriptions détaillées d'un accident de voiture et d'une expérience de mort imminente. Ces récits peuvent raviver des souvenirs difficiles. Je vous invite à l'écouter avec précaution, dans un environnement sécurisant. Préparez-vous à plonger dans un témoignage d'une intensité rare, un récit qui vous emmènera véritablement au cœur de la mort imminente. Excellente écoute. Le 30 août 2011, donc en Espagne, à côté de Léon de Castille. On part jamais vers 4 heures du matin et ce jour-là, mon mari a décidé de partir à cette heure-là, mais ce voyage, je le sentais pas comme d'habitude. J'ai pas réussi à dormir. Je me suis couchée, il devait être quoi, 3 heures du matin. J'étais très fatiguée. J'avais discuté avec mon frère. Pour une fois, on n'avait jamais vraiment l'occasion de discuter avec mon frère. Et ce soir-là, j'avais aimé discuter avec lui et je me sentais bien. Mon mari s'était couché, puis à 4 heures du matin, il m'a dit: «Allez, on y va, on part». On avait chargé la voiture. Alors moi, ce jour-là, j'avais chargé la voiture, comme j'avais ma fille qui avait 4 ans, j'avais chargé la voiture de manière à ce qu'au milieu, elle ne puisse pas tomber. J'avais mis plein de trucs, des oreillers, des coussins, des doudous, et dans la plage arrière, j'avais mis des vêtements qui étaient sous plastique. Et je sais pas, en fait, c'est comme si j'avais tout calculé, dès le départ pour que l'accident, soit fait, au mieux possible. Je vous explique pourquoi après. J'avais un pressentiment que je sais pas, je sentais pas du tout ce voyage. C'était bizarre, c'était un voyage pas comme d'habitude. J'ai même pas pleuré. D'habitude, je pleure toujours quand je quitte mes parents et tout ça et ce jour-là, j'ai pas pleuré, j'avais un sentiment, je sais pas, d'angoisse, un truc bizarre, je pressentais quelque chose. L'accident est survenu, donc on était partis, il était 4 heures, 4h30 du matin. Et en fait, quand on est parti, et puis j'étais fatiguée vu que j'avais presque pas dormi de la nuit. Donc je m'endormais et puis souvent je me réveillais pour dire à mon mari: «Ça va, tu bien, tu te sens bien, tu pas envie de dormir?» et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que, on a eu l'accident, il devait être 9h, 9h30 du matin. On va dire, allez, 5 minutes avant, je me réveille d'un coup, je dis: «Ça va, tu te sens bien?» Il me fait, mon mari à ce moment-là me dit: «Oui, je vais m'arrêter dans 5 minutes pour prendre un café». Et là du coup, je fais: «OK, d'accord». Et là, dans un geste, qu'est-ce qu'il fait? Il me baisse le siège. Il ne le fait jamais, hein, parce que je dors debout. Ça faisait un moment que je dormais, comme ça, debout. Et là, il joint son geste à la parole. Il fait: «Bah, attends, allonge-toi, tu seras mieux». Et là, il m'allonge le siège et heureusement, parce que 5 minutes après, on rentre en collision. Alors moi, j'ai rien senti, j'ai rien vu venir, je dormais complètement donc voilà. On s'est encastré, donc surtout de mon côté, contre l'arrière d'un camion. Donc on était quand même à plus de 120 à l'heure. Et on s'encastre dans un camion qui était pareil, à vitesse assez rapide. Et là, la voiture s'encastre de mon côté à l'arrière du camion. La voiture monte, c'est-à-dire que baisse tout mon côté. C'est-à-dire que si mon mari ne m'avait pas baissé le siège 5 minutes avant, en fait, j'aurais été décapitée et ma tête avait tapé, contre le pare-brise, j'avais plein de bouts de verre, dans les yeux, dans les dents, dans partout. En fait, ça tout me brûlait, tout je sentais plus rien. En fait, quand mon mari, en fait, me réveille, il me dit: «Élise, sors de la voiture, on a eu un accident, sors de la voiture». Je reprends vite fait mes esprits. Là, je le vois, je sais qu'il y a eu quelque chose de grave qui est arrivé. J'ai juste demandé où était ma fille. Il m'a dit: «Elle est là». Mais j'ai juste dit: «Je peux pas bouger» et je me suis rendormie. Enfin, j'ai perdu connaissance, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'entendais un bruit, comme dans les films, un bruit de voilà, tut, enfin, voilà, le bruit de,
comme si une bombe avait explosé en puissance 1000 et que voilà, j'entendais ce bruit-là strident dans mes oreilles. Je ne savais plus où j'étais. Tout ce que je sais c'est que ma fille, je savais qu'il y avait ma fille et je voulais juste savoir où elle était. Je sais quelqu'un m'a, en fait, mon mari a pété le côté de avec son pied, a essayé de péter le siège de la voiture pour pouvoir me sortir parce que les portes ne s'ouvraient pas. Il a pu me sortir par le siège arrière. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste reprendre connaissance. Je sais que quelqu'un m'avait pris par les pieds et les mains. On m'a mis par terre et qu'une dame me parlait en espagnol. Et j'ai juste ouvert les yeux et j'ai demandé où était ma fille. Et quand j'ai vu ma fille et qu'elle allait bien, j'ai vu que mon mari saignait un peu de la jambe, qu'il essayait d'appeler un peu tout le monde, de dire voilà qu'on avait eu un accident et tout ça. Et je sais que mon corps est parti, je ne sais où, j'en sais rien, je sais pas, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste de la voix de cette femme qui me parlait en espagnol, qui me disait oui, accroche-toi. Enfin voilà, je comprenais quelques mots, mais voilà. Mais le fait d'avoir vu que ma fille allait bien, pour moi, voilà, c'était mon soulagement. Et du coup, je me suis laissée aller. Et quand les pompiers sont arrivés, je ne sais pas, on me tapait le visage. Je sais que ça me brûlait énormément. On m'avait mis un produit, on m'avait nettoyé les yeux avec des espèces de trucs d'allumettes ou j'en sais rien. C'était très douloureux. Euh, mais en même temps, enfin, c'était un sentiment, voilà, j'avais mal, je savais que j'étais en vie. Euh, mais je pense que là où j'étais tellement bien que j'avais pas envie de revenir. Alors, je ne sais pas où j'étais, vraiment. Du coup, je sais que je perds connaissance à plusieurs reprises. On essaye de me parler, on me tape sur le visage, sur les mains, enfin voilà, mais je sais que c'était grave, que j'étais mal, que voilà, j'étais pas. On m'a mis un collier autour du cou pour pas que mes cervicales ne bougent. Et, et voilà, je sais pas, moi, tout ce que je voulais, c'était que être en paix. En fait, j'avais plus envie de souffrir. Je sais pas, le fait de savoir que ma fille allait bien, je sais qu'après, on m'a fait des examens, on m'a passé dans un truc pour faire des IRM, etc. J'ai été hospitalisée plusieurs jours dans l'hôpital de Castille de León. Et en fait, figurez-vous comment j'ai su tout ça. Enfin, comment, à ce moment-là, comme ma fille ne pouvait pas rester à côté de nous parce qu'elle a dormi toute la nuit sur nous, comme on était étrangers, on n'avait pas de famille, on n'avait rien, on était tout seuls. Du coup, il y a mes parents qui sont arrivés avec mes beaux-parents, mon frère et tout ça sont venus pour nous venir à un secours, entre guillemets, et ils ont emmené ma fille justement pour pas qu'elle reste à l'hôpital. On avait pris cette décision-là, qu'elle ne reste pas avec nous, parce qu'elle avait 4 ans, la pauvre, elle comprenait rien. Elle arrêtait pas de m'appeler et moi, je pouvais pas bouger, j'avais de l'oxygène, enfin, j'étais branchée de partout. J'avais dit à mes parents, bah écoutez, on avait dit avec mon mari de prendre la petite, de l'emmener avec eux. Et en fait, j'avais de la famille sur Bordeaux qui avait pris ma fille et je me suis dit, il faut qu'elle fasse la rentrée scolaire, donc elle rentrait au CP. Et elle va rentrer avec une amie à moi à l'école pour pas qu'elle reste dans ce milieu hospitalier. Voilà, c'était très compliqué. Du coup, ma fille était partie avec mon oncle enfin avec mes parents. Après, avec mon oncle et ma tante qui sont partis jusqu'à Bordeaux. De Bordeaux, j'avais un cousin qui faisait à l'époque un stage, enfin, il voulait rentrer en gendarmerie, donc il travaillait sur Versailles-Satory. Du coup, il avait pris ma fille donc de Bordeaux en TGV jusqu'à Versailles-Satory. De Versailles-Satory, j'ai ma belle-sœur qui a récupéré ma fille. Donc, elle était avec ses cousins et cousines, enfin, ses cousins plutôt, parce que j'ai pas de nièce. Et du coup, ma belle-sœur avait emmené ma fille jusqu'à une amie qui a fait, voilà, qui avait le même âge que ma fille. Et pour pas qu'elle fasse la rentrée scolaire toute seule, elle a fait cette rentrée scolaire-là. Ça a été très, très dur pour moi d'abandonner. Enfin, limite, c'est comme si j'abandonnais ma fille. Hein, donc, et en même temps, le fait de faire ça, j'ai l'impression que mon corps a guéri
j'avais une hémorragie interne, je devais être opérée. Ils savaient pas. Alors comme j'avais la tension très très basse, j'étais qu'à 6 de tension, et comme l'hémorragie n'était pas non plus si grave que ça, ils ont décidé d'attendre un peu. Et je pense que le fait que ma fille me soit limite pas enlevée, si quelque part c'est ça, mais je pense que ça m'a fait guérir puissance 1000. Je sais qu'en 2-3 jours, j'ai récupéré, mais je vous dis, ça a été comme un miracle. Je ne sais pas expliquer comment. Euh, Même mon visage a cicatrisé, j'avais un énorme trou, enfin j'étais complètement défigurée, j'avais un trou au visage, trou au niveau du crâne, enfin mais je sais qu'à l'intérieur de mon corps, il y a eu quelque chose, où j'ai guéri, je sais pas, c'est comme si l'au-delà, enfin une énergie de l'au-delà m'avait réparée et c'est particulier, je ne sais pas comment expliquer ça. Et en même temps, je me sentais d'une paisibilité, enfin, je savais que c'était dur ce qu'on avait vécu, qu'on avait eu un grave accident et en même temps, j'avais l'impression d'être protégée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais que j'avais quelqu'un à côté, parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas de vêtements, on n'avait rien du tout. J'ai une dame à côté, une Espagnole, qui m'avait, prêté son sèche-cheveux parce que je pouvais même pas me laver les cheveux, rien. Enfin, j'étais, complètement, voilà, j'avais plein de bouts de verre partout parce que même, plusieurs mois après, j'avais des bouts de verre qui sortaient du visage. Hem, Ça a été vraiment une expérience très compliquée et difficile à vivre. Même la personne qui était à côté de moi, je sentais leur amour. Enfin, il nous avait montré, on était passé dans le journal, et tout ça, qu'on était des miraculés, et de toutes les façons, vous voyez la voiture, bah, vous vous dites: «Bah, ces personnes, elles sont mortes» et finalement non, ma fille n'a rien eu du tout. Ma fille a été prise en sandwich, par les vêtements que j'avais mis dans le coffre. C'est comme c'était du plastique, ça l'a protégée de tout. Elle a rien eu, pas un bleu. Pas un bout de verre. L'univers, voilà, on était sous une bonne étoile. Ça a été vraiment, un miracle. Ma fille a été complètement protégée, elle a rien eu. Mon mari, oui, a eu une ouverture au niveau du genou, le pied dans le plâtre parce qu'il avait essayé de casser le siège pour pouvoir me sortir. Comment tout ça, en fait, quand je suis revenue en France, parce que ça a été dur de revenir en France, hein, parce qu'ils voulaient pas que je prenne l'avion et tout ça. Mais sur le plan psychologique, ça a été un peu difficile, surtout l'après, les douleurs, les séquelles. J'avais le bassin complètement déplacé. J'avais même à l'époque un stérilet, ils me l'avaient pas enlevé. Ça m'a complètement tout déchiré à l'intérieur, on me l'a enlevé qu'après, plusieurs semaines après. Ça a été vraiment, horrible. Je souhaite ça à personne, même à mon pire ennemi, je crois. Je me souviens en fait, quelques mois après, j'ai fait un rêve étrange. Un rêve, alors c'était plus qu'un rêve parce que ça a été vraiment comme une réalité, heu, où, heu, où j'ai vu un couloir tout noir avec plusieurs mains qui me touchaient et j'arrive au bout d'un tunnel où il y a énormément de lumière. Une lumière, tellement paisible, une lumière où, une sérénité, une paix, mais vraiment, j'avais qu'une envie, c'était d'aller vers cette lumière et d'être là-bas et d'être bien. Et là, je vois des gens de ma famille, mon arrière-grand-mère, qui m'attendaient, mon grand-père, et même mon fils. Alors, j'ai dû avorter quelques mois. Je sais que j'ai avorté après, mais je savais que cet enfant, c'était le mien. Je sais pas comment expliquer, c'était bizarre. Parce que je n'avais pas encore vécu d'avortement. Je l'ai vécu après, mais c'est comme si cette âme-là était déjà là. Enfin, je ne sais pas comment expliquer tout ça. C'était bizarre. Je me sentais bien et j'entendais juste une voix en disant: «Tu ne peux pas rester ici, ce n'est pas le moment». OK, mais moi je voulais rester, dans cet endroit. Je me sentais bien, je me sentais, enfin, vraiment un amour,
je sais pas, indéfinissable. Une continuité d'énergie, je sais pas comment expliquer. Et quand je suis revenue, parce que j'ai senti mon corps revenir à mon corps, mais tout ça dans le rêve, hein. Mais c'était tellement réel et en fait, quand je suis revenue à moi, j'ai fait: «Mais c'est pas possible, c'est bizarre ce rêve que j'ai fait» et je sais qu'à partir de ce rêve-là, je me suis sentie, transformée, heu, je me suis sentie, modifiée, mais ça a été un rêve que j'ai effectué plusieurs mois, voire je sais même plus si c'est des mois ou des années après, je sais plus. Je sais plus vraiment m'orienter dans le temps. Je sais plus si tout ça, je l'ai vécu, longtemps après ou pas. Je sais que j'ai fait ce rêve, j'en avais jamais parlé à personne parce que j'avais trop peur qu'on me prenne pour une folle et en fait, c'est en rencontrant quelqu'un, et en regardant un film, sur les explorations de mort imminente, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a confirmé. Elle m'a dit: «Oui, bah, tu as quand même vécu, une exploration de mort imminente» et là, c'est comme si tous les puzzles, s'étaient mis sur place, heu, comme si la boucle était bouclée. Hem, Ça a été voilà, je ne sais pas comment expliquer. Heu, c'est comme si une fois que j'avais vécu ça, j'étais, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente parce que j'ai eu plusieurs choses qui se sont, aliénées à ça. On va dire qu'après j'ai repris mon travail et tout ça parce que moi ma seule envie c'était de reprendre le travail, de reprendre une vie d'avant. Alors qu'au final, ben non, on est transformé à vie, hein, notre vie n'est plus jamais pareille. C'est faux, on a envie de redevenir la personne qu'on était, mais voilà, je suis devenue, handicapée, enfin voilà, j'ai eu plein de soucis. J'ai eu énormément de mal à remonter la pente, toutes les l'acceptation en fait de ce qui s'était passé, heu, je n'étais plus la même, bah, j'avais une canne, j'avais plein de trucs, enfin, j'ai obligé de la rééducation tout le temps. J'avais complètement diminué et j'étais plus pareille. J'ai l'impression que j'allais jamais m'en sortir. J'ai l'impression qu'au final, ma vie était finie. En fait, après, j'ai eu plein d'autres choses, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à partir de là, bah, j'ai été suivie donc toujours à l'hôpital d'Argenteuil pour ma narcolepsie cataplexie et là, bah, ça faisait un moment que je prenais plus de traitement parce qu'avec l'accident et tout, j'avais plein d'autres médicaments et je me suis dit: «Bon, trop de médicaments tue des médicaments» et j'avais arrêté de prendre et quand j'ai fait les examens, là, le docteur Renoirdière, elle me dit: «Bah, écoutez madame Villela, c'est bizarre, bah, votre narcolepsie cataplexie, a disparu. Il n'y a plus rien, vous ne faites plus de sommeil paradoxal, et là, je lui ai dit: «Écoutez, j'ai eu un accident très grave de voiture il y a quelque temps et je ne prends plus le traitement» et là, elle me dit: «Bah, écoutez, le choc a dû être tellement fort. Vous êtes le premier cas dans ma vie que je vois», parce qu'en plus, elle partait à la retraite, bientôt. «Vous avez dû avoir un choc, au niveau du cerveau, anormal que ça vous a enlevé cette pathologie-là». OK, on est resté là-dessus. Alors du coup, avec le recul, je me dis: «Est-ce que c'est le MI qui a fait que ça m'a enlevé ça ou c'est l'impact fort au niveau du cerveau qui a fait que, j'ai guéri, quoi?» C'était bizarre. L'étape la plus difficile dans ma vie, ça a été reprendre à vivre avec un handicap, m'accepter comme j'étais. Ça a été très long. M'occuper quand même, bah, de ma fille, gérer tout, enfin la maison et au final, grâce à cet accident-là, je me suis rendu compte qu'en fait mes priorités n'étaient plus là où elles devaient être. C'est-à-dire que, après ça, bah, je me suis rendu compte que ma priorité, c'était ma fille, ma vie de famille et moi. Et après tout ça, après cet accident-là, j'ai décidé enfin ma vie a complètement changé. Je me suis, alors pendant un moment, je me suis enfermée, hein. J'ai connu un burn-out, j'ai connu plein de choses. J'avais l'impression que mon corps enfin, j'avais l'impression que j'étais morte de l'intérieur. Mais après avec tout ça, voilà, j'ai quand même réussi à
regagner confiance en moi. Je me suis acheté 2 cannes, j'ai commencé à marcher, et j'ai repris la marche. J'ai été voir plusieurs magnétiseurs, enfin j'ai vu plein de choses, hein. J'ai fait la rencontre de Pierre Jonas, justement, un magnétiseur sur Paris, qui m'a énormément aidée. J'ai essayé plein de choses, pour essayer de guérir. Heu, hem et en fait, j'ai revu ma vie, enfin, j'ai changé tous mes traitements, parce qu'en fait, tous les traitements me bousillaient. Je commençais à dépérir. En fait, j'avais pratiquement plus de reins, j'avais plus de foie, je commençais à mourir de l'intérieur et je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas donner cette vie à ma fille». Ma fille était devenue la priorité et du coup, à partir de là, je me suis dit: «Je change mes traitements». J'ai pris des choses beaucoup plus naturelles, des choses à base de plantes, du CBD, enfin, j'ai changé tout mon traitement et j'ai commencé à guérir. J'ai toujours eu foi en quelque chose, je prie beaucoup, je vais souvent à l'église. Alors je suis croyante, mais pas très pratiquante, mais j'ai ma foi à moi. Je sais que, j'ai été, dans plusieurs endroits, notamment à Lisieux, à Sainte-Thérèse et cetera, où j'avais été avec une canne. Je suis revenue de là-bas, j'ai réussi à l'enlever. Il y a eu énormément de choses qui me sont arrivées, et qui m'ont permis de me reconstruire. Cette expérience-là, m'a appris qu'au final, le plus important de notre vie, c'est quoi? L'argent, oui, on peut gagner énormément d'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous fait avancer? Oui, je sais que c'est important parce que sans argent, on peut pas se soigner, on peut pas se guérir. C'est vrai qu'heureusement que, je gagnais bien ma vie, entre guillemets, on gagne jamais assez, mais heureusement que j'avais ça, mais le plus important, en fait, ce qui nous maintient, c'est l'amour. L'amour des uns des autres, de soi, l'amour que j'avais envers mon mari et ma fille. C'est ça qui m'a maintenue en vie et parce que même au centre antidouleur où j'étais soignée et tout ça, ça m'enfermait là-dedans et je me sentais pas bien. J'ai dû sortir de là-bas, alors ça m'a aidée quelque part. C'est pas ça en fait, je pense que notre destin, c'est aussi de savoir, se tourner vers les autres, écouter les autres et se faire aider. En fait, pour moi, à l'époque, comme je pouvais compter que sur moi, je n'arrivais pas à me faire aider, par les autres, ni à accepter leur aide, voilà, il fallait bon, encore aujourd'hui, j'ai du mal, mais je me suis rendu compte qu'au final, si, il faut accepter l'aide des autres. Oui, il faut, accepter l'amour des autres parce que souvent, moi, j'étais fermée à ça. Et accepter que les gens puissent nous aimer tels que nous sommes. Ce qui nous arrive des fois, c'est pour nous mettre sur le bon chemin. Et j'ai compris qu'en fait, avec cet accident-là, je faisais fausse route. J'avais qu'une envie, c'était de réussir professionnellement. En fait, une évolution professionnelle, mais ma vie n'était pas du tout dans le bon chemin. Et je pense que la vie a voulu me dire, «Stop Elisabeth, tu n'es pas dans le droit chemin, on te met ces épreuves-là pour que tu comprennes certaines choses». Et j'ai compris qu'aujourd'hui, que la vie au final, le plus important, c'est les moments, avec les gens qu'on aime, vivre l'instant présent, essayer d'envoyer du bien, en fait, vers les autres et d'arrêter de critiquer, de voir ce que les autres font. Enfin, déjà, si on arrive à voir nous-mêmes nos erreurs et comment dire, le mal qu'on l'on fait, c'est déjà une grande chose. Le message que j'aimerais adresser aux personnes qui écouteront mon témoignage, c'est l'amour tout simplement. Et j'espère que mon histoire pourra rappeler que finalement, le plus important dans la vie, c'est la vie. C'est Il faut aimer sa vie, aimer ce que l'on a déjà, arrêter de vouloir trop et pas assez. Le fait d'avoir déjà un toit, de l'amour, avoir des gens sur qui on peut compter, un peu d'argent, c'est déjà beaucoup en fait. C'est ce que je voudrais dire aux gens. J'aimerais que les gens puissent se dire qu'on peut s'en sortir malgré les choses que l'on peut vivre difficiles. Je suis Elisabeth et voici mon histoire.
État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.